Danick, à toi. Merci Jean-Marie. Oui, en effet, merci aux Gistis de nous avoir accueillis dans l'urgence, mais c'est vrai que ce projet est effrayant. Ce que nous avons découvert dans la presse nous a plus que effarés, tant il remet en cause l'état de droit qui nous paraissait être pas menacé, en tout cas, par le régime en place et l'exécutif qui venait de se faire élire. C'est même une inquiétude sur la dérive de l'exécutif, s'il part sur de telles bases, de vouloir à ce point dénigrer l'action de la justice et empêcher l'équilibre des pouvoirs. Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité ou voire peut-être, et nous l'espérons, la suppression de l'état d'urgence. Rappelons que l'état d'urgence était un dispositif exceptionnel pour des mesures transitoires dans un temps limité. Rappelons-nous que ce texte de 1955, c'était pendant la guerre d'Algérie. Là, on est, et on sera a priori pour 20 mois d'état d'urgence. Évidemment, la France n'a jamais connu cela et ses motivations sont évidemment discutables. On pourra y revenir sur les dérives de l'état d'urgence, comment l'ensemble des dispositifs, des arrestations, des procédures n'ont abouti finalement qu'à 20 procédures par le parquet antiterroriste. Donc une disproportion évidente entre les mesures qui ont été prises et l'efficacité de ce dispositif. Ce projet de loi pose principalement deux problèmes. Il supprime l'intervention du juge. On a manifestement par ce pouvoir une défiance vis-à-vis des juges dans leur capacité justement d'apprécier ce que fait l'administration. L'administration est dans son rôle de mener des actions et notamment face au terrorisme, mais c'est justement parce que nous sommes dans un état de droit qu'il faut un contre-pouvoir et que le juge soit en amont, en contrôle d'opportunité, de proportionnalité, pour vérifier que justement la personne que l'on vise n'est pas dans le cadre d'un détournement d'une procédure qui lutte contre le terrorisme, car c'est cela officiellement l'objectif du gouvernement. La seconde chose, c'est d'inscrire des mesures exceptionnelles dans le droit commun, c'est-à-dire de pouvoir faire ce que l'on avait prévu de manière extraordinaire, de le mettre de manière courante dans le droit. C'est évidemment un point qui nous inquiète. Donc, nous pourrons évidemment revenir dessus et les intervenants qui sont autour de moi y reviendront. Je signalerai simplement qu'on va même plus loin que ce qu'il y avait dans l'état d'urgence, notamment avec l'inscription du bracelet électronique dans un dispositif courant, tout ça à l'initiative d'un seul préfet. Alors c'est évident que ça nous a surpris, c'est pour ça qu'on veut aussi insister là-dessus, c'est que le candidat Macron avait semblé prendre ses distances un peu avec l'état d'urgence, avait même réaffirmé qu'il avait un attachement à la justice, et notamment lorsque aucun des candidats considérait qu'il n'avait pas besoin de se présenter ou qu'une mise en examen ne nécessitait pas de venir devant eux, le peuple souverain devant juger plus que les juges. Donc cela nous a surpris de sa part. Parce que nous l'avons vu, l'état d'urgence a engagé et a mené des dérives, des abus, parce que ces dispositifs nous concernent tous. Ça ne concerne pas seulement les terroristes, ceux qu'on soupçonne de terrorisme, mais il y a encore dans le texte, et je crois que les gens du syndicat de la magistrature l'ont pointé, un petit mot, le trouble à l'ordre public, qui est encore mis dans ce projet de loi. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est tout le monde. C'est même nous, lorsque nous protestons de manière peut-être un peu véhémente sur certains sujets, qui pouvons être poursuivis par un préfet de sa seule décision contre notre action citoyenne, civique et sociale. Donc nous sommes évidemment inquiets de cet état policier qui semble vouloir être mis, avec là en plus une suspicion généralisée vers certains. On voit bien qui l'on veut viser. Or, la candidature de Macron et le président Macron avaient voulu inscrire sa mandature dans l'apaisement. Je crois que ce projet de loi vise au contraire à maintenir une tension vis-à-vis de certains et ne participe pas à ce que l'on souhaite, l'unité de la communauté nationale. Et en clair, franchement, particulièrement à la Ligue des droits de l'homme, on avait appelé à voter contre le Front National parce que nous voulions défendre les droits, les libertés, pour justement maintenir l'état de droit. On ne s'attendait pas cela du président Macron ni de son Premier ministre Édouard Philippe. Nous espérons évidemment que ce pré-projet n'est qu'une aberration. Merci à tout le monde. Donc, passer la parole en fait. C'est Ami. Donc du CREDOF. Je te laisse développer CREDOF peut-être. Merci. Alors le CREDOF, c'est le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux de l'Université Paris-Nanterre. Moi et Stéphanie Hennette, qui est la directrice du CREDOF, on représente cet organisme. Et l'idée, c'est qu'on pense que c'est important pour des universitaires de prendre part à ce débat public et d'alerter sur les risques de ce type de projet, sur les libertés et d'installation durable de la logique de l'exception.
Alors, la première idée sur ce projet, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment une continuité avec la loi sur l'état d'urgence. Donc vous savez que depuis 18 mois, la loi de 55 est en application. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées dans ce cadre-là, à peu près 8000 mesures, qui sont aussi bien les assignations à résidence, les perquisitions administratives, les interdictions de séjour, le contrôle d'identité ou la création de zones de protection. Et on voit bien qu'il y a ici un transfert de l'ensemble de ces mesures qui étaient justifiées par un péril imminent lié aux attentats. Et ça devient désormais permanent, puisque la menace est permanente avec le terrorisme. Mais sauf que ces mesures qui étaient censées être temporaires, on est en train de les installer durablement et de les prolonger dans le droit commun. Donc c'est cette logique-là qu'on tient à dénoncer. Je rappelle que quand le gouvernement précédent, notamment le gouvernement Valls sous la présidence Hollande, avait voulu constitutionnaliser l'état d'urgence, une des dispositions qui a été retoquée par le Conseil d'État, c'était un régime transitoire où on pouvait maintenir des mesures au-delà de l'état d'urgence. Donc c'était prévu dans la réforme constitutionnelle, l'idée d'avoir un état d'urgence après l'état d'urgence. Et là, on retrouve le même esprit, c'est-à-dire on maintient dans le droit commun, dans le Code de la sécurité intérieure, des mesures d'état d'urgence, des dispositions d'état d'urgence au-delà de l'état d'urgence. Alors on va décrire avec Laurence un certain nombre de dispositions. Je vais prendre la première dans le projet révélé par Le Monde, qui s'appelle les périmètres de protection. Les périmètres de protection, ça ressemble énormément aux zones de protection qui existent dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence. Ça reprend un peu aussi des interdictions de séjour qui ont été censurées ce matin par le Conseil constitutionnel et des contrôles d'identité et fouilles de bagages et de véhicules qui figurent aussi dans la loi de 55. Alors le principe, vous avez peut-être compris, dès lors qu'il y a un événement, n'importe quel événement, qui est soumis à une menace terroriste particulière, une menace d'une ampleur particulière, il est possible de créer un périmètre de protection où la circulation automobile pourra être contrôlée, et la circulation de manière générale, la circulation des personnes. Et dans ce périmètre-là, on pourra faire des palpations de sécurité. Les policiers pourront faire des palpations de sécurité, des inspections visuelles des bagages et avec le consentement de la personne, des fouilles des véhicules. Donc vous voyez des visites des véhicules. Donc c'est très intrusif sur les libertés et la vie privée. Et il y a vraiment une extension considérable puisque n'importe quelle personne pourra faire l'objet de ces fouilles si elle se trouve dans ce périmètre. Donc si c'est une manifestation par exemple, bientôt il y aura un mouvement social. Donc vous imaginez, il y aura beaucoup de manifestations, il y aura forcément un risque terroriste et qui pourront créer un périmètre de protection. Ça peut être aussi par exemple des matchs de football ou une braderie ou n'importe quel événement en fait qui permettrait de regrouper un certain nombre de personnes. Et dans ce périmètre, à la fois les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, mais aussi la nouveauté, les policiers municipaux pourront effectuer ces contrôles, ces fouilles de bagages et ces fouilles de véhicules. Donc vous voyez bien ici on a une extension considérable des possibilités de contrôle de la part des policiers et donc on infuse bien la logique de l'état d'urgence de manière permanente. Voilà, je te laisse la parole pour la suite. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Et pour Laurence Bisson du syndicat de la magistrature, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, ces contrôles qui pourront s'opérer dans le cadre de ces dits périmètres de protection, ils s'étendent aux événements et aux lieux. À vrai dire, le diable est dans les détails, évidemment, comme d'habitude dans ces textes-là. On voit bien que ce qui est mis en avant dans ce texte, c'est l'idée d'un événement et finalement il y a une accoutumance au fait d'être fouillé, etc. Là, on est vraiment sur une logique qui dépasse clairement ces simples cas-là pour parler de tout lieu et donc avec une potentialité de surveillance et de fouille dans l'espace public complètement déconnectée de la recherche d'une infraction pénale. Or, c'est ça ce que produit l'état d'urgence et ce que produit aujourd'hui ce texte qui veut l'intégrer dans le droit commun, c'est une logique du soupçon dans laquelle on est absolument déconnecté d'une infraction pénale et de ce qu'est le terrorisme. Il faut rappeler que des actes de terrorisme, ce sont des actes criminels. Ce sont des crimes et des délits qui, en tant que tels, ont vocation à faire l'objet de mesures d'investigation policières qui ont une base évidemment de renseignement, mais mesures d'investigation policière avec une suite judiciaire. Or, ce projet de texte, comme l'état d'urgence qu'on connaît malheureusement depuis plus d'1 an et demi, il part d'une autre logique. Il part d'une logique du soupçon, un peu général, et il met en œuvre quelque chose qui, en matière de liberté, est extrêmement préoccupant. C'est un principe de précaution. Il
l'idée, c'est qu'il y a une vague suspicion et sur cette base-là, on va pouvoir mettre en œuvre des mesures de surveillance, de fouille, mais aussi de privation de liberté. Et il faut savoir dire ce que sont ces mesures. Si le Conseil d'État, lui, parle de mesures restrictives de liberté pour justifier le maintien dans sa compétence, on est clairement sur des mesures qui vont avoir des conséquences en termes de privation de liberté. Sur ces questions-là, sur la liberté d'aller et venir, sur le fait de pouvoir être dans son domicile, le principe d'inviolabilité du domicile, on ne peut pas appliquer un principe de précaution. Et je dirais que tout ça renvoie à un texte peut-être un peu oublié dans notre démocratie, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-ce qui se trouve dans ce texte fondateur? C'est le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, ce n'est pas la présentation qui en est faite aujourd'hui comme un droit à la sécurité qui impliquerait plus de policiers. Le droit à la sûreté, c'est la protection de l'ensemble des citoyens contre le risque d'arbitraire étatique. Et ce droit à la sûreté, il implique que lorsqu'une personne se voit privée de liberté, lorsqu'elle se fait fouiller, lorsque son domicile est pénétré par des services de police, eh bien, c'est sur la base d'un texte, c'est avec le contrôle d'une autorité indépendante, et ça n'est pas l'exécutif qui peut mettre en œuvre ces mesures. Ça veut dire que ce qui est légitime pour lutter contre le terrorisme, pour identifier plus exactement des réseaux terroristes et les réprimer, ce sont les outils du droit pénal, même s'il y a beaucoup à en dire. C'est le fait de ne pas se baser, pour prendre ces mesures-là, sur un vague soupçon, mais bien sur une infraction qui est prévue dans le code pénal, qui est définie précisément, qui est définie selon des règles pour qu'on puisse déterminer sur quels critères est-ce qu'on prive une personne de sa liberté, est-ce que l'État entre dans sa vie privée. C'est aussi une procédure qui n'est pas secrète. Ça n'est pas des notes blanches non signées, non sourcées. C'est une procédure concrète contre laquelle la personne qui va être mise en cause, le citoyen, va pouvoir à un moment dire ce témoignage-là, cette constatation policière-là, je la conteste pour telle ou telle raison. Et j'apporte des éléments pour ce faire. À vrai dire, c'est dans procédure pénale le procureur de la République qui doit même prouver. C'est aussi un débat contradictoire préalable et une décision par un juge indépendant. C'est ça qui doit guider la lutte contre le terrorisme et en tout cas la répression du terrorisme. Mais ce texte, comme l'état d'urgence, comme des textes qui l'ont précédé, renverse complètement la logique, marginalise l'autorité judiciaire. Mais l'autorité judiciaire, elle ne réclame pas sa place par pur corporatisme. Elle dit simplement, lorsqu'on prive des citoyens de liberté, il doit y avoir un certain nombre de garanties. Parmi ces garanties, il y a l'intervention préalable, systématique, d'un juge pour identifier sur des critères qui sont clairement définis par la loi. Or, là, on est avec l'état d'urgence et avec ce nouveau texte dans une logique qui est absolument contraire à ces principes. Je vais peut-être... je continue sur les... William Bourdon est là, donc je vais peut-être le laisser évoquer la question générale de l'état d'urgence et de ces mesures-là, avant de revenir ensuite plus précisément sur des explications sur certains des mesures qui sont prévues, notamment les perquisitions et les assignations, parce que, encore une fois, dans les détails techniques, dans la façon dont les textes sont rédigés, il y a beaucoup de choses qui se nichent, qui aggravent encore le constat qu'on fait vraiment d'une dérive extrêmement dangereuse de notre droit. Micro. Oui, bonjour à tous. Donc avec nos amis, on a organisé en urgence cette conférence de presse parce qu'on pense que l'heure est très grave. L'heure est très grave parce que à la fois c'est la France, pays de tradition humaniste, dont le destin manifeste historiquement serait de propager l'humanisme des idées des Lumières. C'est la France qui inaugure une cérémonie, et c'est très fâcheux, à l'échelon européen, de rendre éternel l'état d'urgence dans son droit commun. Donc c'est évidemment d'une très grande gravité. Et on voit bien la difficulté de notre tâche. J'étais ce matin à une émission
de radio avec des auditeurs, et à la fin de l'émission, c'est vous dire si j'ai été efficace, 67% des auditeurs considèrent que c'est une bonne chose pour notre pays. Donc, moi, je ne mésestime pas la difficulté de notre mission. C'est-à-dire que notre prise de parole, notre expression publique semble presque démonétisée, inaudible, indicible. Et pour tous ceux qui en ont fait l'expérience, questionner l'état d'urgence, mettre en cause son efficacité, c'est risquer de faire l'objet d'un soupçon, d'un procès en faiblesse, voire même d'un procès en complaisance avec le terrorisme. C'est vrai que l'opinion publique est tétanisée, traumatisée, et que face à la surenchère démagogique sécuritaire depuis tant d'années, elle est abasourdie, et il faudrait que s'impose dans ce pays un courage politique, une pédagogie politique, pour expliquer aux Français que non seulement l'état d'urgence est inefficace, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national des droits de l'homme, ce sont des rapports parlementaires très critiques, et ce sont des hauts responsables de la sécurité qui, à bas bruit, n'hésitent pas à souligner la contribution extrêmement modeste de l'état d'urgence à la lutte contre le terrorisme. Mais le gouvernement est piégé, puisque comme en septembre 2015, on a vendu aux Français le fait que l'état d'urgence serait un bouclier efficace contre la menace terroriste, ne pas le proroger, ne pas le rendre éternel, c'est pour le gouvernement risquer d'essuyer un procès en faiblesse. C'est fâcheux aussi parce que Emmanuel Macron avait fait des déclarations prometteuses. Il avait même été plutôt plus courageux que les autres, en mettant en avant la nécessité de ne pas répondre à l'exhortation du terrorisme international. C'est quoi cette exhortation? C'est de dire on va vous imposer une guerre éternelle. Et le piège diabolique de la guerre éternelle proposée par les terrorismes, c'est justement de rendre éternel l'état d'urgence. C'est exactement le traquenard dans lequel ils souhaitent que nous tombions. Et de ce point de vue, rendre éternel l'état d'urgence dans notre droit commun, c'est un tête-à-queue absolu par rapport aux déclarations prometteuses du nouveau président de la République. Alors, je vais être bref parce que mes amis ont bien d'autres choses à dire. On est nombreux à s'être battus les uns et les autres sur l'état d'urgence devant le Conseil d'État, les juridictions administratives. Et qu'est-ce que disait la représentante du ministère de l'Intérieur quand on est venu discuter de la légalité d'assignation à résidence? C'était quoi l'argument? C'est une circonstance exceptionnelle. L'état d'urgence à vocation est temporaire. C'est un péril imminent qui va à un moment donné s'arrêter. Donc l'argument ontologique qui nous était opposé pour justifier de mesures restrictives de liberté individuelle, c'était justement de mettre en avant le caractère temporaire, limité, circonstancié de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, on va le banaliser. Et de ce point de vue-là, la France, malheureusement, inaugure quelque chose que, pour l'instant, seule la Turquie avait tenté de faire. Alors, il y a évidemment 2-3 questions que je voudrais aborder avec vous. Première question. Ça déhiérarchise toutes les normes, la banalisation de l'état d'urgence. Ça déhiérarchise toute la graduation constitutionnelle entre les normes d'exception et les normes de droit commun. C'est-à-dire que rendre éternel l'état d'urgence dans notre droit commun, c'est faire disparaître l'état d'urgence. Donc c'est un tour de passe-passe d'un cynisme absolu. On nous vend le fait qu'on devrait se réjouir de la disparition de l'état d'urgence pour mieux accepter le fait qu'il est dans le marbre de notre loi commune. Alors il y a un effet de cliquet qui est terrible, parce que si on dit aux Français, et ils le croient parce qu'ils sont victimes, me semble-t-il, d'un abus de confiance massif. Et comme ils le croient, et qu'ils sont persuadés que ça va être efficace, si en dépit de la banalisation et de l'institutionnalisation de l'état d'urgence dans notre loi commune, il y a des nouveaux attentats, qu'est-ce que va proposer le gouvernement? À vouloir mettre en scène sa posture de toute puissance, il va être condamné à signer son impuissance. Et il va être obligé, contraint,
d'imaginer une surenchère encore plus liberticide pour pouvoir convaincre les Français que l'on peut toujours faire mieux. Alors voilà, le risque, il est aujourd'hui considérable. Il est considérable pour notre état de droit. Il est considérable pour notre démocratie. Il introduit, encore une minute, un pouvoir administratif au sein du code pénal, ce qui est aussi une première dans notre tradition républicaine. Que notre code pénal entérine le fait que ce soit les préfets, le ministère de l'Intérieur qui soit à la manœuvre pour ordonner des mesures restrictives des libertés individuelles est inédit dans le paysage européen, est absolument inédit, sans précédent. Et cette décentralisation du pouvoir de décision au bénéfice des préfets est aussi lourde de conséquences. Alors je termine sur une dernière idée. Le gouvernement dit il n'y a pas de risque de dérapage. C'est formidable qu'on ait inscrit dans le droit commun puisque ça va être limité uniquement aux infractions de terrorisme. Donc, puisque nous avons condamné, nous, l'utilisation de l'état d'urgence sur l'interdiction de manifester, COP21, manifestation pour le jeune Théo, la loi El Khomri, qui peut être suffisamment naïf pour penser que si demain il y a des troubles, par exemple syndicaux, des troubles sociaux graves, des manifestations qui dégénèrent, qui peut penser un seul instant qu'au motif de la banalisation de ces dispositions d'état d'urgence dans le droit commun, elles ne vont pas être élargies dans leur application au nom d'un ordre, au nom d'une conception d'un ordre public subjectif, vers des infractions qui seraient des infractions de droit commun, voire à des graves atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de manifester ou à la liberté syndicale. Voilà, je termine, j'ai été un peu trop long, pour dire qu'il faut sonner le tocsin, il faut que la société civile française se réveille, il faut que les citoyens français se dessillent les yeux sur la gravité de ce que le gouvernement est en train de tramer. Alors que revoilà l'autorité judiciaire. Donc l'idée aujourd'hui, c'était aussi évidemment de décrypter ce qu'il y a dans ce texte, et donc je vais essayer de m'atteler à identifier en tout cas ce qu'il y a notamment dans l'assignation à résidence et la perquisition administrative qui démontrent la dangerosité de ce texte. Je vous renverrai par ailleurs à une analyse qu'on a faite au syndicat de la magistrature qu'on vient de diffuser, qui est encore une fois une première analyse, un débroussaillage je dirais, mais qui nous paraissait nécessaire pour précisément permettre notamment aux citoyens de se positionner sur ces questions sur des bases plus concrètes. Alors parlons de ces assignations à résidence qui sont donc introduites dans le droit commun à la suite de la loi du 3 juin 2016 qui l'avait déjà fait pour les personnes revenant de théâtre d'opérations de groupements terroristes, mais de manière plus large, et c'est évidemment le problème puisqu'on est encore une fois dans une mesure administrative décidée au ministère de l'Intérieur et qui va emporter une réelle privation de liberté puisque ce sont des personnes qui devront rester à leur domicile, pourront être interdits de sortir du périmètre de leur commune, assignés à pointer au commissariat une fois par jour et potentiellement soumis à un bracelet électronique mobile dans des conditions, ça on pourra l'évoquer peut-être au stade des questions si vous avez un certain nombre de questions, interdit de contact avec des personnes susceptibles de représenter des troubles pour l'ordre public, et tout ça sur une durée de 3 mois renouvelable. Renouvelable combien de fois? Le texte ne fixe pas de limite. Dans l'état d'urgence, la limite c'était la fin de l'état d'urgence, on a bien vu que cette limite était assez illusoire. Là en l'occurrence, on n'a carrément aucune limite. Alors évidemment, la question principale, c'est qui est visé par ces mesures? De qui est-ce qu'on parle? Puisque c'est, je dirais, la préoccupation centrale. Encore une fois, on ne parle pas de personnes contre lesquelles sont réunis des indices graves ou concordants qu'ils ont commis une infraction pénale ou qu'ils en préparaient une. Et en matière d'infractions terroristes, les infractions préparatoires sont prééminentes en réalité. C'est la majorité des infractions qui sont poursuivies. Quand on lit le texte, on identifie clairement, malgré la répétition du terme terrorisme, etc., incitation, apologie, que le lien avec le terrorisme est extrêmement ténu. En fait, en général, quand on lit un texte, il faut faire attention aux virgules.
il faut faire attention à l'ordre des mots et à comment est structurée une phrase. En l'occurrence, quand on essaie d'identifier qui sont les personnes susceptibles d'être assignées à résidence, il y a 3 types de personnes, 3 cas dans lesquels les personnes peuvent être assignées à résidence. Le fait d'être en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. On est là en train de nous parler de l'entourage. On est en train de nous parler de personnes qui peuvent avoir des connaissances avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant, participant à des actes de terrorisme. Et je mets de côté à chaque fois sur la base de quels éléments. Mais on est donc sur l'entourage. Et on a eu l'occasion de dire par le passé combien c'était problématique, évidemment, d'étendre cette logique du soupçon à l'entourage. Des personnes qui soutiennent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. On est là sur déjà un soutien, une adhésion, comment est-ce qu'on la prouve? C'est une première question. Et qu'est-ce que c'est qu'un soutien, une adhésion à des thèses incitant? On voit bien que finalement on a un fil et qu'on tire le fil et qu'on est toujours plus loin de ce qu'est une infraction pénale terroriste. Mais évidemment, c'est le 3e type qui va poser encore plus de problèmes, puisque, et c'est par cela que l'article commence, comme si c'était un chapeau. En réalité, on peut vraiment émettre sérieusement l'hypothèse que ça n'est pas un chapeau. Ce sont les personnes à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Et là, on ne parle plus de terrorisme. On parle de sécurité et d'ordre public et on est précisément dans les critères qui ont abouti pendant les mois d'état d'urgence à ce que des personnes soient assignées à résidence, soient interdites de paraître dans certains lieux, fassent l'objet de perquisitions, alors même qu'il n'y avait aucun lien avec le terrorisme, mais simplement pour des motifs dits opérationnels. Et le Conseil d'État a validé cette théorie en considérant qu'en gros, il ne fallait pas que les policiers soient occupés ailleurs. On voit bien qu'il y a là très clairement une base aux dérives qu'on a connues pendant l'état d'urgence, sauf qu'il faut se rappeler à chaque fois, même si on a du mal à se le rappeler, que là on n'est pas dans un texte temporaire, qu'on est dans le droit commun qui n'a d'ailleurs plus grand-chose de commun. Évidemment, on a déjà dit beaucoup de choses sur le fait que le contrôle a posteriori par le juge administratif ne suffisait pas, précisément parce qu'il se fait sur ces bases floues notamment. Mais il faut rappeler aussi, et c'est un peu finalement le cœur caché de ces mesures, à quoi est-ce qu'elles servent? Elles servent à faire revenir le juge judiciaire par la fenêtre. Parce que le juge judiciaire, il est là en bout de course. Il est là lorsqu'il s'agit d'incarcérer des personnes assignées à résidence qui ont manqué à un pointage, qui n'ont pas respecté cette mesure. Et on en arrive dans une situation en démocratie qui est extrêmement préoccupante, dans laquelle on n'a pas réuni, l'État n'a pas réuni d'éléments, de preuves permettant de penser qu'une personne a commis une infraction pénale ou en préparé une, mais il a créé les conditions d'une nouvelle infraction pénale et c'est une infraction pénale administrative. Et là, derrière, il y a des conséquences à ça. Les perquisitions administratives qui sont contenues dans le texte, elles visent les mêmes personnes et elles sont fondées sur la même logique du soupçon. Je voudrais faire un petit point parce que ça introduit une sorte d'incongruité qui est ce sorte de petit binôme entre le préfet et le procureur de la République de Paris. Le préfet propose, le procureur autorise, le préfet ordonne. Une sorte de valse à 3 temps, dans laquelle, en réalité, le procureur, il est absolument instrumentalisé. De quels éléments est-ce qu'il disposera le procureur de la République? On est encore une fois sur des éléments des services de renseignement. Comment est-ce qu'il résistera à la demande faite de faire des perquisitions administratives dans ce cadre-là, alors qu'on est en présence, nous dit-on, d'un risque de terrorisme, dont on sait par ailleurs qu'il existe évidemment. Et puis, une deuxième incongruité, c'est que cette fois-ci, lorsque les perquisitions auront lieu de nuit, c'est toujours le procureur de la République qui autorise. Je rappelle qu'en procédure pénale, c'est le juge des libertés et de la détention, un juge indépendant au statut plus garantiste, qui autorise les perquisitions de nuit. Encore une fois, avec ce texte, on surfe sur une fausse idée. Cette fausse idée, elle consiste à dire que
la procédure pénale, que les enquêtes pénales antiterroristes seraient impuissantes et qu'il faudrait ajouter, donner à l'administration une possibilité supplémentaire de perquisitionner. On a, et encore plus depuis la loi du 3 juin 2016, une procédure pénale en matière de perquisition qui est déjà extrêmement large, qui permet très clairement d'identifier des personnes lorsqu'on recherche une infraction pénale. Mais là, on est dans une dérive absolue et on en a connu les effets. Cette logique globale de soupçon, elle se retrouve dans la façon dont est envisagée dans ce texte la question de la fermeture des lieux de culte, où encore une fois on étend petit à petit, par quelques mots qui s'ajoutent, les possibilités de fermeture de ces structures. Et puis elle s'étend dans le fait que le texte, évidemment, comme chaque loi antiterroriste, vient ajouter sa petite disposition finale, celle qui ne concerne pas le terrorisme, celle qui concerne les personnes étrangères, celle qui concerne les frontières. Et on a ce dernier article du texte qui étend les possibilités de contrôle d'identité frontalier au niveau des abords des gares et qui étend la possibilité de les faire en termes de durée, avec, encore une fois, une confusion très dangereuse qui est entretenue entre immigration et terrorisme. On a vraiment des mesures qui ne sont pas efficaces pour lutter contre le terrorisme, qui ne sont pas utiles, mais qui créent, encore une fois, un glissement extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable d'opposer une résistance absolue à ce texte en allant dans les détails, mais aussi en voyant ce qu'est le mouvement général qui est à l'œuvre. Bonjour, Siam Zib, Action aux droits des musulmans. Donc on se présente parce qu'on est nouveau. On s'est chargé de suivre les personnes qui étaient assignées à résidence perquisition depuis le début de l'état d'urgence. Donc dans les dossiers en procédure, voilà, avec nos amis et les avocats pour soutenir les procédures. Alors. Moi, je vais parler surtout de l'impact sur les personnes. Alors, il faut savoir, quand on parle des soupçons, vous êtes entré en relation avec, ça peut être un voisin, ça peut être une personne qu'on connaît sans connaître. La personne, en fait, reçoit une note blanche et il n'y a aucune preuve, en fait, à avancer. Donc sur ces bases-là, les personnes, elles se retrouvent privées de leur liberté d'aller et de venir. Elles se retrouvent stigmatisées parce que les gens dans l'entourage ne comprenant pas en fait ce qui leur arrive, vont les stigmatiser en disant voilà, ce sont des terroristes. Ça peut arriver aussi à des personnes qui ont une perquisition, ça peut arriver à des personnes qui ont un enfant qui s'est converti à l'islam et eux qui ne sont pas musulmans. Leur vie, elle peut dégénérer. Donc perquisition, on retire les données des ordinateurs sur les identifiants, donc on retrouve tout ce que Laurence a expliqué dans ces choses-là, et tout ça va se retrouver dans un dossier qui va encore alimenter la note blanche, et la personne, elle pourra pas se défendre. Donc on est vraiment face à de l'arbitraire. Quand on dit à la personne, voilà, juste après vous pourrez aller voir le juge administratif pour poser votre recours, en réalité, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle peut arriver avec 80 pièces du dossier et des preuves, et une seule note blanche avec aucune preuve, et elle se retrouve toujours retoquée et elle reste toujours assignée. Quoi qu'elle dise, sa parole, elle ne vaut rien du tout. Donc les signaux faibles, c'est quoi? Parce que c'est important. Les signaux faibles, vous l'avez sur la plateforme Stop Djihadisme. C'est la barbe, c'est les vêtements, ça peut être un khamis, donc le vêtement musulman, ça peut être un changement de régime alimentaire, ça peut être un changement de comportement, donc se renfermer sur soi, ça peut être, voilà, et ce sont des signes pour la plupart discriminants qui visent essentiellement les musulmans. Donc on a un problème avec justement le fait de cibler le terrorisme et cibler l'ensemble de la population musulmane. Là, il y a un amalgame qui est fait. Maintenant, on en est arrivé à la conclusion au niveau de l'ADM qu'ils ont mis en place l'état d'urgence pour pas se casser la tête à vérifier qu'est-ce qu'ils avaient sur le terrain. Donc en fait, les services de renseignement ont récupéré des informations, ont noté une partie et n'ont pas les moyens
moyens opérationnels de vérifier l'autre partie. Donc ça peut être une histoire d'une dispute entre une mosquée et une mosquée, un règlement de compte, parce qu'ils ne sont pas aussi à l'abri de manipulation. On a eu beaucoup de cas où ce sont des proches qui ont fait du règlement de compte, un ex qui voulait se venger en appelant, en disant voilà, mon ex est un terroriste. Ça peut être voilà, tout un ensemble de choses où les choses, voilà, elles vont s'embrigader et elles vont se mettre les unes derrière les autres, et la vie de la personne va devenir un enfer, parce qu'ensuite, après ce téléchargement de données et ces informations qu'il va récupérer, il va avoir une suite de mesures administratives dans laquelle il ne pourra pas s'en sortir. Il va rester toujours dans cette ligne comme un paria de la société. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, le fait d'avoir eu une perquisition violente, il y en a eu pas mal. Il n'y a eu aucune explication par rapport à ça, ni aucun courrier, ni aucun audit par rapport à ces perquisitions. Les personnes, elles sont encore aujourd'hui traumatisées. Elles dorment avec leurs vêtements. Les enfants présentent des troubles psychologiques. Voilà. Je vais être bref, mais il y a voilà l'impact qu'il y a sur les choses. Et je voudrais revenir sur les 20 personnes qui sont mises en examen dans le cadre de l'état d'urgence. C'est important. On a eu 3 cas de personnes qui ont été mises en examen, qui est dit dans le cadre de l'état d'urgence, mais en réalité ce sont sous des procédures judiciaires qui étaient enclenchées. Quant à ces dossiers, comme ils sont montés, il nous semble que ces dossiers n'iront pas plus loin que voilà, il y a eu un principe de précaution qui a été pris. Donc voilà, il y a eu une communication qui a été faite, un intox entre voilà, l'état d'urgence sert à arrêter des terroristes et à justifier le fait que l'état d'urgence lutte réellement contre le terrorisme, ce qui n'est pas du tout le cas. Et en même temps, c'est une couverture qui va éviter en fait aux fonctionnaires de faire le réel travail de sécurité des citoyens, en donnant les moyens aux opérationnels sur le terrain pour faire le travail de vérification et de signalisation de réels profils dangereux. Donc pendant qu'on ne fait rien, on s'occupe de gens lambda, qui s'occupe d'autres gens. Voilà. Merci Siam. Merci. Benjamin. 3 minutes. Merci beaucoup Siam. C'est exactement ce qu'on faisait remarquer à la Quadrature il y a quelques temps déjà. Le fait que ça, finalement, cet état d'urgence n'attrape que des gens qui sont des militants, qui vont être de simples citoyens. Donc l'abus, il a eu lieu à J+1 de l'instauration de l'état d'urgence. Donc voilà, aujourd'hui, on est des mois et des mois ensuite, après. Alors la Quadrature du Net, on défend les libertés essentiellement dans l'espace numérique, mais de plus en plus les libertés fondamentales en général, parce qu'on voit qu'elles sont attaquées de partout. Ce qu'on a constaté principalement, c'est l'article 3 de ce projet de loi qui reprend, merci Laurence, qui est concerné par le reste de la loi. C'est extrêmement vague. Donc déjà, ça c'est un premier problème qui nous paraît totalement ahurissant. Qu'est-ce que ça a derrière comme conséquence? Ça reprend, cet article 3 reprend ce qui a été supprimé dans la loi de procédure pénale sur la demande de disposer de tous les identifiants électroniques des personnes soupçonnées. Donc vous êtes vaguement soupçonné, comme on vient d'entendre, ça peut être n'importe qui. Tout à coup, vous allez devoir fournir aux forces de l'ordre votre login mot de passe Facebook, l'accès à votre mail, l'accès à votre ordinateur, à votre téléphone, à votre compte Twitter, à toutes vos informations personnelles, finalement, à toute votre vie numérique. C'est totalement inacceptable en droit français et en droit fondamental même, puisque c'est finalement l'obligation, et nous on a vu tout de suite la conséquence de ça, c'est l'interdiction de se taire. Or, ça, c'est pour le coup vraiment un droit fondamental. On comprend tous cette notion-là. C'est ce qu'on appelle aussi l'auto-incrimination. C'est dans la loi française depuis toujours. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné la France sur ce non-respect-là. Donc c'est une violation de la présomption d'innocence. C'est une violation du droit à ne pas s'auto-incriminer. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui nous a scotché. C'est aussi contraire aux articles 6, 7 et 48 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Donc on va encore se prendre la Cour européenne des droits de l'homme, mais on va se prendre dans 10 ans. Donc combien de vies auront été démontées, détruites et les gens traumatisés d'ici là, on compte pas. Apparemment, ça ne concerne pas trop notre gouvernement. Autre article qui au niveau numérique nous a aussi beaucoup révolté, c'est la prolongation et l'affirmation des perquisitions informatiques que la CNCDH avait aussi dénoncé et qu'on a dénoncé, que tout le monde a dénoncé finalement. Mais voilà, on voit que le gouvernement continue comme si de rien n'était. Les perquisitions informatiques, c'est quoi? C'est des policiers qui viennent chez vous, comme on l'entendait tout à l'heure, ils tapent à n'importe quelle heure. C'est extrêmement violent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent sur votre ordinateur, ils font une copie de toutes les données.
Sauf que comme ils ont fait une copie, ils laissent votre ordinateur chez vous, donc il n'y a pas eu, c'est pas dans le rapport de perquisition. Donc ça va pas, on va pas dire qu'en fait ils ont toutes vos données, le réseau de tous les gens avec qui vous êtes en contact, tous vos emails, qui peuvent savoir exactement tout sur vous, parce que notre vie numérique elle est vraiment un parallèle de notre vie réelle et elle est en rien différent. On arrête de croire que c'est différent en fait. Et voilà. Donc et c'est ni vu ni connu et c'est pas dans le récépissé, on va pas vous rendre ces informations, donc on n'est jamais sûr de qu'est-ce qu'ils ont pas. Donc il n'y a aucun contrôle là-dessus. Donc cet article 4 nous pose énormément de problèmes en termes de droits fondamentaux. On pourrait parler aussi de l'article 8 sur la surveillance hertzienne, mais c'est peut-être l'aspect le moins choquant de tout ce projet de loi. Donc les articles 3 et 4 sur le numérique sont vraiment totalement inacceptables pour nous. Voilà, c'est tout. Merci. Au nom de organisations qui sont là, des Human Rights Watch. Bonjour, merci beaucoup. Donc face aux inquiétudes profondes qu'on a tous exprimées autour de cette table, face à l'érosion de l'état de droit provoqué par le renouvellement sans fin de l'état d'urgence et face à ce risque de normalisation de pouvoirs abusifs, nous avons documenté ces abus, Human Rights Watch l'a fait, Amnesty International l'a fait, et qui en plus n'assurent pas une plus grande sécurité aux citoyens. Nous appelons solennellement le président de la République et le gouvernement à retirer ce projet de loi inacceptable et à s'appuyer sur les fondamentaux de l'état de droit dans sa lutte contre le terrorisme. Nous les appelons à nous recevoir d'urgence pour pouvoir nous entretenir avec eux et exprimer directement nos inquiétudes face aux orientations qui sont prises. Nous les appelons aussi à la transparence des données sur l'état d'urgence, transparence des données qui est indispensable à sa bonne évaluation. Et par ailleurs, nous appelons les futurs députés à ne pas voter une nouvelle prolongation de l'état d'urgence. Nous les appelons à refuser la normalisation de pouvoirs abusifs et de se positionner comme protecteur des valeurs de l'état de droit, protecteur de l'équilibre de pouvoir dont ils devraient normalement être les garants. Merci beaucoup.